Du coup, avec tout ce dont on vient parler, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment est-ce que tu parviens à récupérer de l'énergie. Parce que j'ai l'impression qu'être HP, c'est quelque chose, comme on veut toujours s'adapter à la société et arriver à trouver notre place, ça demande énormément d'adaptation. Et l'adaptation, c'est épuisant, constamment. Et au contact de l'autre, qui nous comprend, les autres ne nous comprennent pas forcément. Et donc, dans nos rapports quotidiens, ça demande beaucoup de choses et c'est pas évident de pouvoir s'adapter. Du coup, mais qu'est-ce que tu fais, toi, comme outil? Qu'est-ce que tu utilises au quotidien pour arriver à retrouver cette énergie et ce dynamisme que tu as, en fait, constamment, j'ai l'impression? Alors, c'est vrai, c'est l'idée que je disais de consommer ce qui consume l'énergie. J'aime bien cette métaphore. Et alors après, l'énergie que je transmets, c'est vrai que en fait, je pense que le fait de transmettre des vidéos, de faire des... Quand je fais des stories, en fait, quand je m'adresse à ma communauté, comme je sais que ce sont des hypersensibles, je peux être vraiment moi-même. Et du coup, je pense que c'est ça qui joue beaucoup dans l'image que ça donne, que j'ai beaucoup d'énergie en permanence. Mais dans la vie privée, c'est totalement l'inverse. Je suis très, très souvent épuisée. Et en fait, là-dessus, effectivement, je me renseigne beaucoup sur des solutions très, très souvent. Et... Là, j'arrive pas toujours à les mettre en place forcément. Il y a des périodes avec des hauts et des périodes avec des bas. Mais déjà, je m'intéresse en ce moment à la chronobiologie. Parce que comme j'ai dit, l'horloge biologique, ça a été quelque chose, une découverte qui m'a beaucoup parlé. Parce que je me dis, si on est hypersensible, on doit être plus vigilant en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas hypersensible, il peut se permettre d'enchaîner des soirées, de se coucher tard, de se lever tôt, et puis ensuite il récupérera parce que de toute façon sa vie le fatiguera moins, sa vie quotidienne est moins éprouvante. Un hypersensible, enfin moi personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour récupérer, comme beaucoup d'hypersensibles je pense. Et du coup, si je vais me coucher tard plusieurs fois, je vais mettre beaucoup plus de temps que la normale à récupérer. Donc déjà, prendre conscience de son horloge biologique, c'est-à-dire faire des agendas de sommeil, savoir si on est plutôt couche tôt, lève tard, combien d'heures on a besoin de sommeil par nuit, s'il faut faire des siestes ou si ça nous fatigue plus. D'être beaucoup plus conscient en fait de son rythme à soi, parce que chacun a un rythme personnel. On dit il y a les gens du matin, les gens du soir, mais voilà, ça dépend de... Il y a plein de facteurs. Il y a, par exemple, est-ce qu'on doit manger 3 fois par jour ou est-ce que la digestion nous fatigue plus? Il y a des gens, par exemple, l'hypersensibilité, ça peut être aussi intestinal. J'ai une amie qui est naturopathe qui a fait une story très intéressante sur le lien entre l'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité intestinale, d'où beaucoup de maladies, l'endométriose, les maladies intestinales, des trucs qui sont très très communs chez les hypersensibles, parce que la sensibilité, voilà, c'est pas juste au niveau du cerveau, et le cerveau, de toute façon, est relié au corps entier. Tout à fait. Donc du coup, voilà, l'horloge biologique et tout ce qui touche au rythme de vie, à la santé, pour moi, déjà, c'est la règle absolue. Il faut faire beaucoup plus attention à son alimentation, à son sommeil et faire du sport, parce que le sport, c'est vraiment l'ancrage par excellence, se connecter à son corps, parce que quand on est trop dans le cerveau, trop dans l'émotionnel, on oublie son corps. Et le corps, c'est le message qui nous donne les alertes, en fait. Oui. Donc si on ne l'écoute pas, si on est trop déconnecté de son corps, déjà c'est source de fatigue. Donc le sport, c'est un très 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 bon moyen de sortir en fait de ce tourbillon mental qu'on a. Pouvoir calmer le mental, arriver au silence intérieur. Exactement. Ça va pouvoir aider à évacuer. Voilà, donc ça c'est pour ce qui touche aux pratiques pour être en meilleure santé globalement, mais qui sont très très utiles pour les hypersensibles. Et après il y a tout ce qui est un peu plus spirituel ou du moins plus intellectuel. Donc évidemment quand on parlait d'ancrage, etc., la méditation, le yoga qui est excellent parce que ça c'est vraiment le pont parfait entre l'esprit et le corps. Le corps, tout à donc, fait. Ça permet vraiment de relier les deux. Exactement. Ouais. Mais après il y a aussi des activités plus quotidiennes, par exemple la lecture. Moi, je me suis rendu compte, ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, j'avais beaucoup de mal à lire parce que je suis très dispersée, parce que souvent quand on est hypersensible, on a un peu un trouble de l'attention, et du coup la lecture, on a des périodes où on va réussir à lire beaucoup, mais si on arrête de lire pendant un certain temps, pour s'y remettre, ça va être dur. Et moi, en fait, comme j'ai fait lettres modernes, j'ai étudié, j'ai eu des lectures forcées énormément, ça m'a un petit peu dégoûtée. Mais en même temps, je suis une grande lectrice, j'adore lire. Et ce week-end, en fait, j'ai décidé de me plonger dans Amélie Nothomb, parce que j'avais déjà lu ses romans, et je me suis dit, tiens, elle, c'est une auteure qui se lit très facilement, qui demande pas trop de concentration. C'est de la lecture purement plaisir, en fait. Et du coup, en un week-end, j'ai lu au moins 4 de ses livres. Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est énorme. Et j'ai vraiment, littéralement, passé mon week-end à lire. Et en ce moment, donc, je fais mes allers-retours à Paris, le week-end je rentre à Rouen, et généralement le week-end, quand je reviens à Paris le soir, le dimanche soir, je me sens épuisée alors que le week-end vient de passer, ce qui est quand même un peu inquiétant pour la semaine. Et ce week-end-là, j'ai pris le train et j'ai dit à mon copain, enfin j'étais impressionnée, je lui ai dit « Et c'est la première fois, là, on est dimanche soir, on rentre à Paris et je suis en pleine forme. » Et je me suis dit c'est incroyable parce que toutes les activités qui se font en pleine conscience, et que ce soit la lecture, la méditation, le yoga, le sport, toutes ces choses-là, ça a un impact immédiat.
C'est-à-dire que tout ce qui touche à l'horloge biologique, c'est sur du long terme, mais les activités de pleine conscience, c'est du court terme. C'est des effets qui peuvent être instantanés. La sophrologie, la respiration, toutes les choses qui ramènent au corps ou à l'esprit, mais qui font le vide, en fait, qui font le tri pour arrêter un peu la surstimulation, etc. Et ça peut être même juste de cuisiner, de passer du temps à couper des légumes, en écoutant une émission. En pleine conscience. C'est ça, soit en écoutant une émission, soit en étant en méditation. Moi, ce que j'adore, par exemple, c'est écouter France Culture et éplucher des légumes, parce que comme ça, mes mains sont occupées, donc parce que si j'écoute une émission, j'ai du mal à être en pleine conscience, parce qu'il faut que je m'occupe, il faut que je fasse des trucs, et du coup, j'écoute pas. Mais quand j'ai mes mains occupées, que ce soit parce que je fais de l'art-thérapie, du coloriage et tout, soit en épluchant des légumes, le fait d'occuper son corps, d'occuper ses mains, ça permet de mettre entièrement son esprit ouvert à disposition pour recevoir quelque chose. Et prendre de l'information, c'est aussi un moyen de couper le mental. Ouais. Donc la radio, les émissions, c'est aussi bien. Mais après, il ne faut pas oublier le silence aussi de temps en temps. Pas toujours avoir de la musique chez soi. Et vraiment alterner les deux, c'est-à-dire se concentrer sur quelque chose en pleine conscience, mais éviter la radio, par exemple, si on fait quelque chose qui nous prend de l'attention mentale. Il y a l'énergie du corps et l'énergie mentale, et il faut réussir à équilibrer les deux. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette dissociation et en même temps par rapport à ce tourbillon de vie. Et j'aime bien ce que tu viens de dire avec le fait qu'il y a cette stimulation qu'on va pouvoir calmer directement, entre guillemets, et puis il y a les effets au long terme. L'alimentation, c'est vraiment sur du long terme. C'est clair. Effectivement, une fois qu'on arrive à prendre conscience qu'en tant qu'hypersensible, on a des problèmes digestifs qui sont très souvent liés. On dit que les intestins, c'est le deuxième cerveau. C'est pas étonnant. Dès qu'on a des nœuds dans l'estomac, etc., des nœuds dans la digestion, sont très liés avec nos sensibilités, avec nos émotions. Et du coup, changer d'alimentation, changer de rythme alimentaire aussi, passer par des phases de jeûne intermittent, par exemple, peuvent vraiment aider pour un hypersensible à trouver son petit rythme, en tout cas. Et ça, c'est vraiment sur du long terme. Et effectivement, la méditation, le yoga, la sophrologie, la respiration, c'est vraiment des aides en cas d'urgence, en fait. C'est vraiment, si là maintenant on a une petite crise émotionnelle qui va nous venir comme ça, nous submerger, ça va nous aider à pouvoir relâcher complètement, lâcher prise. Exactement. Mais ce qui est génial, c'est qu'effectivement, il y a cet effet urgence, mais si on a une pratique régulière, la pleine conscience, en fait, pour moi, c'est presque comme un muscle, ça se travaille. C'est-à-dire que si on pratique le yoga ou la méditation tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, parce qu'il ne faut pas que ça devienne aussi une source de pression supplémentaire, en mode faut que je médite, faut que je fasse mon yoga, parce que ça, c'est aussi négatif. Ça, c'est le travers. Voilà. Mais par contre, si on arrive à le faire pour se faire du bien, en conscience, de pratiquer des activités, mais ça peut être juste la marche en pleine conscience, c'est-à-dire aller faire les courses et au lieu d'être sur son téléphone ou d'écouter je sais pas quoi, de regarder, d'écouter son environnement, ça peut être déjà un très bon exercice. Et le fait de pratiquer la pleine conscience régulièrement, ça nous met en pleine conscience beaucoup plus naturellement. On va l'être un peu en permanence parce que notre cerveau, en fait un cerveau ça se programme et on peut programmer notre cerveau pour être plus conscient. Et la conscience du moment présent, c'est quelque chose qui permet d'être moins dans le mental, moins dans l'hypersensibilité. Et je pense honnêtement que l'hypersensibilité, par exemple les sons, les stimuli visuels, etc., ils sont beaucoup moins éprouvants quand on les écoute avec attention que quand on essaie de les ignorer de force et de se concentrer sur autre chose. Tout à fait. Par exemple, l'autre fois, j'étais à Paris, j'étais à Gare du Nord, et je trouve Gare du Nord, c'était la première fois que j'y allais, mais j'ai l'impression que c'était comme une piscine, tu vois, ça résonne, enfin, on entend tout, c'est comme une immense caisse de résonance où tu entends tout ce qui se passe autour de manière décuplée, et pour moi, je savais que si j'essayais de parler avec ma collègue avec qui j'étais à ce moment-là, ça m'aurait épuisée. Donc du coup, avec ça, je me suis mise dans ma bulle, et je me suis amusée à écouter d'où venaient tous les sons, et de les analyser, etc. Donc en fait, j'ai fait de la méditation en pleine gare du Nord, en allant d'un point A à un point B. Oui, et ça me parle parce que c'est aussi quelque chose que j'explique beaucoup à mes élèves dans les cours de yoga, c'est que je médite dans le train, alors que le train est très bruyant. Il y a beaucoup de personnes, il y a des gens qui écoutent de la musique, les gens discutent entre eux, et j'arrive aussi à me mettre dans cette bulle. C'est vraiment ça, une bulle de protection, pour arriver à être dans un silence autour. Exactement. Parmi les présences autour de nous. Et c'est quelque chose qui est très ressourçant en fait. Et on en a besoin. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est utiliser le bruit environnant qui nous fait du mal, l'utiliser plutôt que le souffrir, que le subir. Oui. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce qu'en fait, on ne peut pas se faire violence et changer notre hypersensibilité. Donc, il vaut mieux plutôt adapter notre fonctionnement à ça. Et la pleine conscience, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément. Et d'où l'importance de pouvoir aussi déceler l'hypersensibilité. Exactement. Et j'aimais bien parce qu'on a pu discuter ensemble avant et tu expliquais en fait que tu aimerais bien sensibiliser davantage la société à ça. Oui, parce que justement la question, ce qui fait que l'hypersensibilité est handicapante, c'est pas la condition par nature de l'hypersensibilité, c'est le fait que ce soit pas adapté à la société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une minorité et les minorités sont toujours handicapées socialement parce que tout simplement
on vit dans une société qui marche par majorité dominante. C'est elle qui va décider comment ça fonctionne et tout le monde doit s'adapter. Et le problème, c'est que si on vivait dans une société qui était plus ouverte, on aurait une société où il y aurait beaucoup moins d'exclus. Et par exemple, dans le cas d'hypersensibilité, ce serait d'avoir beaucoup plus de métiers qui permettent le télétravail, beaucoup plus de métiers qui n'ont pas des horaires flexibles. Par exemple, moi, mon rêve, les premières fois que j'ai travaillé, je me suis dit, mais pourquoi, s'il faut que je fasse 35 heures par semaine, pourquoi il faut que je vienne de 10h à 18h du lundi au mardi ? Pourquoi je pourrais pas faire une journée où je suis en forme 10 heures, et puis le lendemain faire 4 heures, l'après-midi, et puis la flexibilité adaptative, elle est tellement importante. Pour moi, ça me paraît complètement aberrant d'avoir des horaires fixes. Mais en fait, parce que les personnes qui ne sont pas hypersensibles, la routine, ça leur donne un rythme de vie. Ils ont besoin de structure. Voilà, c'est quelque chose au contraire qui va les équilibrer. Mais nous, les hypersensibles, comme on vit vraiment en fonction de notre rythme et de nos énergies qui sont beaucoup plus fluctuantes, et du coup, un rythme fixe, ça ne nous correspond pas du tout. Et donc voilà, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on parlait sur le milieu professionnel, mais c'est vraiment une question de manque d'adaptation. Et le problème, c'est qu'au lieu d'adapter la société à tout le monde, en l'ouvrant, en mettant plus de possibilités, on dit, voilà, ça c'est le modèle, et ceux qui sont autour, vous allez vous adapter pour rentrer de force. Et c'est ça le problème, on est handicapé parce que du coup on n'est pas dans notre condition naturelle, on n'est pas dans notre élément et on doit se forcer alors qu'en fait dans la société est suffisamment riche, suffisamment vaste pour que chacun y trouve son compte et pour adapter les choses à chacun. Mais pour ça déjà il faut d'abord que ça se démocratise, que les gens en parlent, que les gens assument cette hypersensibilité, assument cette surdouance sans voir ça comme quelque chose de tabou, sans avoir l'impression d'être prétentieux en se disant surdoué, parce que l'intelligence, comme on le disait, c'est pas une question d'être plus intelligent d'un point de vue quantité, c'est juste être intelligent différemment. Et du coup, le fait de sensibiliser à ça, de peut-être que ce soit plus reconnu du corps médical, que notamment les médecins, parce que les médecins, il y a ceux qui sont sensibilisés, et puis il y a ceux pour qui il n'y a que les maladies physiques qui comptent. Et ça, c'est extrêmement culpabilisant aussi. Parce qu'au final, aujourd'hui, même les médecins occidentaux ne sont pas sensibilisés suffisamment à ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se sent mal ? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir le médecin. Et ça veut dire que si la personne en laquelle on fait le plus confiance pour arriver à nous aider, à nous accompagner, lui-même ne comprend pas et ne connaît pas ce qu'on vit. Exactement. Alors comment est-ce qu'il peut nous aider ? Et au final, qui va déceler ça aujourd'hui ? Certains thérapeutes, il y a des centres aujourd'hui qui commencent à proposer des accompagnements et des suivis, mais c'est pas suffisant. Malheureusement, c'est un peu aléatoire, parce que si on va voir un psychologue, c'est pas écrit sur ses coordonnées, c'est pas écrit s'il est sensible à ça, s'il connaît bien ce domaine ou pas. Donc à moins de voir des thérapeutes qui sont spécialisés dans certains types de profils, mais c'est difficile en fait, parce que comme c'est pas assez démocratisé, c'est un peu pile ou face, quoi. C'est un peu... voilà, on sait pas trop, ça marche ou ça... Mais le problème, c'est que moi, par exemple, ça fait longtemps que je voudrais reprendre un suivi psychologique, mais je me décourage parce que je me dis, franchement, s'il faut que j'en teste 5 avant d'en trouver un qui me correspond vraiment parce qu'il sera sensibilisé à ça, j'ai pas le courage, en fait, de faire ces démarches-là, donc du coup, j'ai tendance à procrastiner, à pas aller voir un psychologue, alors que je sais que ça me ferait du bien. Donc du coup, c'est vrai que c'est important, du coup, d'avoir une sorte de démarche d'abord de prise de conscience par soi-même, parce qu'aujourd'hui, comme on disait, avec Internet, il y a toutes les ressources qu'il faut, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, il y a beaucoup de livres aussi sur... de plus en plus de livres, c'est vrai qu'on s'en rend compte dans les librairies, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce que tu fais sur ta chaîne, parce que tu en parles, et c'est important pour la génération actuelle et la nouvelle génération, les adolescents qui sont en train d'arriver aussi, qui sont des adultes de demain, c'est de voir en fait que maintenant, il y a d'autres moyens de communication, et ça fait partie aussi de ça, et heureusement qu'il y a ça. Moi, je suis vraiment tout à fait en faveur de cette démocratisation de la parole, parce que justement, on n'a pas les accès, et même les professionnels ne s'intéressent pas forcément à ce sujet-là. Et pourtant, c'est important, parce que c'est une question de sensibilisation, sensibilité, et même si on est une minorité, ça représente quand même énormément de personnes. C'est ça. Et justement, comme la sensibilité, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte, du coup, on est des personnes qui vont avoir tendance à s'effacer, à cacher. Et c'est quelque chose qu'il faut à tout prix arrêter de faire. Il faut ouvrir la parole, justement, parce que la parole, c'est la première étape du combat pour que la société nous reconnaisse, pour que la société s'adapte à nous, plutôt que de nous forcer à s'adapter à elle, parce qu'on a beau être une minorité, on est quand même extrêmement nombreux. Et il suffit de commencer à en parler pour se rendre compte qu'on est entouré d'hypersensibles. C'est incroyable. C'est hallucinant. Dès le moment où j'ai commencé à parler de ça, que ce soit sur YouTube, etc., je me suis dit, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui sont comme ça. Et moi, le gros déclic que j'ai eu dans ma vie, c'est justement quand j'ai fait la tournée des pique-niques zéro déchet, donc dans le milieu écologique, le milieu bien-être, avec beaucoup de gens qui font du yoga, beaucoup de gens qui méditent. On pourrait se dire, parce que moi je faisais des ateliers méditation dans une tournée dédiée au zéro déchet, donc on pourrait se dire c'est quoi le lien ?
Et en fait, c'est une sphère, c'est presque un écosystème. C'est un tout, c'est un ensemble. On parle d'holistique, en fait, c'est... Oui, tout est relié. Tout est lié. L'écologie, c'est de l'insensibilité à l'environnement. La méditation, c'est un moyen de vivre mieux son hypersensibilité. Donc, globalement, c'est des thèmes, c'est des milieux qui attirent spontanément les hypersensibles. Parce que un jour, il y a une personne qui va rencontrer une personne qui va parler de méditation et elle va s'y intéresser naturellement. Et du coup, c'est comme un aimant, en fait. Ouais. Et du coup, quand je suis rentrée dans ce milieu-là et que j'ai commencé à faire des rencontres, j'ai eu l'impression que le monde, que je devais vivre dans un univers d'hypersensibles et qu'il y en avait mais des centaines autour de moi. Et c'était hallucinant parce que quand on les voit vraiment réunis autour d'un thème, autour d'un truc qui les ça crée réunit, une belle dynamique. C'est ça, on se rend compte qu'en fait, quand ils sont réunis ensemble, ils sont extrêmement puissants. Oui, et surtout, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, il y a ce côté de puissance, il y a ce côté énergie qui est là, qui est présent. Et ce sont des belles choses, ce sont des belles énergies. C'est clair. En général, ce sont des ondes qui sont positives et qui veulent amener tout le monde vers le haut. Je ne sais pas si tu observes aussi, mais dans le milieu hypersensible, il n'y a pas cet aspect compétition comme on l'a. C'est vrai, il y a beaucoup plus de bienveillance. Il y a beaucoup plus de bienveillance, oui. Parce que tout simplement, on ne pourrait pas être compétitifs les uns avec les autres parce que la compétition, par exemple, on revient au milieu professionnel, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup. Le fait de critiquer les gens, d'être malveillant. Pour un hypersensible, même si on n'est pas concerné directement, même si on regarde les gens se critiquer, se tirer dans les pattes, ça nous épuise. Déjà de base, même quand ça ne nous concerne pas. Alors si on se mettait à le faire, mais ce serait impossible, ça ne nous correspond pas en fait. Donc du coup voilà, c'est aussi pour ça qu'on se sent mieux dans ce milieu-là, parce qu'on a un fonctionnement qui est plus proche. Et ce qui fait notre faiblesse en fait, finalement, c'est notre invisibilité, parce qu'on est plein de petits points séparés, isolés dans la société. Mais c'est ce que je disais, le jour où on se regroupe tous autour de la méditation, dans un cours de yoga, ou bien dans un événement à l'écologie, enfin ce genre de trucs, on se dit mais si on crée plus de ponts les uns envers les autres, en fait, on se rendrait compte de la force que c'est d'être hypersensible. Oui, tout à fait. Oui. C'est pas une faiblesse. C'est ça. C'est une la belle faiblesse, manière. voilà, c'est ça. C'est l'isolement qui fait la faiblesse. Mais il faut créer ces ponts, il faut parler pour se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et que ça peut être vraiment une puissance si jamais à condition qu'on se rende compte de ce que c'est, de ce que ça représente et qu'on accepte la situation. Parce qu'effectivement, ça peut ouvrir plein de portes magnifiques. Enfin, je veux dire, je pense que beaucoup de grands artistes sont hypersensibles. Beaucoup de gens qui sont très engagés, des militants, des gens qui sont dans l'écologie ou dans le féminisme ou dans la lutte antiraciste. Enfin, des personnes... L'hypersensibilité, c'est relié aussi au sentiment d'injustice très puissant. Et donc, il y a un lien aussi très profond entre le militantisme et l'hypersensibilité. Donc, c'est un milieu de personnes qui sont extrêmement riches, qui ont énormément de choses à partager et qui veulent changer le monde, généralement. Donc, pour moi, évidemment que c'est une puissance, mais il ne faut pas en souffrir. Et pour ne pas en souffrir, il faut à tout prix d'abord en prendre conscience et arrêter de le subir et en faire une force. En tout cas, je trouve que c'est une très belle manière de conclure le sujet. Je ne sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Ouais, vraiment. Et c'est vraiment cet aspect de tour et cet aspect de reliance, de liaison. Tout est déjà lié de base. Voilà, tout est lié. Et c'est ça qu'il faut retenir ici. En tout cas, Juliette, un énorme merci. Je t'en prie. Merci à toi de m'avoir invitée sur ta chaîne. Avec plaisir, parce que tu contribues à ta manière et tu partages. Et vraiment, si tu continues, parce que tu es partie comme ça sur un mode de transmission qui est toujours bénéfique, qui fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et en tout cas, je vous dis déjà à très